Bismillah. Vous voulez donc dire que la plus petite particule de matière n'existe pas? Demanda le très jeune homme. Si vous voulez, répondit le chimiste. Autrement dit, je crois que les choses peuvent devenir infiniment plus petites, tout comme elles peuvent être infiniment plus grandes. Les astronomes nous parlent de l'immensité de l'espace. J'ai essayé d'imaginer l'espace comme une chose finie. C'est impossible. Comment peut-on concevoir les limites de l'espace? Il doit y avoir quelque chose au-delà, quelque chose ou rien. Mais même cela représenterait encore de l'espace. Le chimiste s'interrompit et reprit avec un léger sourire. Donc, s'il paraît probable qu'il n'y a pas de limite à l'immensité de l'espace, pourquoi sa petitesse serait-elle limitée? Comment pouvez-vous dire que l'atome ne peut être divisé? En fait, il a déjà été. Le microscope le plus puissant vous montrera des domaines de petitesse où il est impossible de pénétrer autrement. Multipliez cette puissance par 1000, par 10 000, et qui sait ce que vous verrez? Le chimiste prit un temps et considéra le petit groupe attentif qui l'entourait. C'était un homme assez jeune, au trait accusé, au nez chaussé de grosses lunettes d'écaille, vêtu d'un costume de tweed rugueux, de coupe anglaise, un peu trop ample pour sa grande charpente osseuse. Le banquier vida son verre et sonna le garçon. Très intéressant, observa-t-il. Ne soyez pas bête, Georges, dit le grand homme d'affaires. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que cela ne fait aucun sens. Le médecin changea de place pour prendre un fauteuil plus confortable. Vous laissez entendre que vous avez découvert quelque chose d'insolite dans ce domaine de l'infiniment petit, déclara-t-il en se carrant confortablement. Voulez-vous nous en parler? Oui, si vous y tenez, répondit le chimiste, en se tournant de l'un à l'autre. Eh bien, messieurs, quand vous dites que j'ai découvert quelque chose d'insolite dans un autre monde, celui de l'infiniment petit, vous avez raison dans un sens. J'ai vu quelque chose et je l'ai perdu. Vous ne me croirez sans doute pas, dit-il en jetant un coup d'œil au banquier, mais c'est sans importance. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Le grand homme d'affaires remplit le verre à la ronde et le chimiste poursuivit. Pour commencer, j'ai réussi il y a quelque temps à faire fabriquer un microscope plus puissant que tous ceux que connaît aujourd'hui la science. Je me rappelle ce que j'ai éprouvé quand on me l'a livré. J'allais plonger le regard dans un autre monde, voir ce qu'aucun homme n'avait encore jamais vu. Qu'allais-je contempler? Dans quel nouveau domaine allais-je pénétrer? Moi, le premier de toute la race humaine, le cœur battant furieusement, je me suis assis devant l'énorme instrument et j'ai réglé l'oculaire. Puis j'ai cherché autour de moi un objet à examiner. J'avais une bague à mon doigt, l'alliance de ma mère, et j'ai décidé de m'en servir. Je l'ai ici. Il fit glisser de son annulaire un simple anneau d'or et le posa sur la table. Vous verrez une légère marque à l'intérieur, c'est l'endroit que j'ai examiné. Ses amis se pressèrent autour de la table et se penchèrent sur une minuscule éraflure d'un côté de l'anneau. Qu'avez-vous vu? Demanda avidement le très jeune homme. Messieurs, déclara le chimiste, ce que j'ai vu a stupéfié ma propre imagination. D'une main tremblante, j'ai mis l'alliance en place et j'ai considéré cette éraflure. Pendant un moment, je n'ai rien vu. J'étais comme une personne qui passe directement du grand soleil dans une pièce obscure. Je savais qu'il y avait quelque chose dans mon champ de vision, mais mes yeux ne semblaient pas recevoir les impressions. Je comprends maintenant qu'ils n'étaient pas encore adaptés à la nouvelle forme de lumière. Graduellement, alors que je regardais des objets d'une forme définie, commencèrent à émerger de l'ombre. Messieurs, je tiens à bien vous faire comprendre aussi clairement que je le peux l'aspect singulier de tout ce que j'ai vu dans ce microscope. J'avais l'impression de me trouver à l'intérieur d'une grotte immense. D'un côté, tout près, je pouvais à présent la distinguer nettement. Les parois étaient extraordinairement rugueuses et crevassées, avec une curieuse lueur phosphorescente sur la partie en projection et de la noirceur dans les creux. Je parle de lueur phosphorescente parce que c'est le terme le plus approchant que je puisse trouver pour la décrire. Une bizarre irradiation, tout à fait différente de la lumière reflétée à laquelle nous sommes habitués. Je dis que les creux à l'intérieur de la grotte étaient noirs, mais ce n'était pas la noirceur, l'absence de lumière, telle que nous la connaissons. C'était une obscurité qui paraissait aussi diffusée de la lumière, si vous pouvez imaginer cela. Une obscurité qui ne semblait pas vide, mais qui maintenait simplement son contenu jusqu'au-delà
de mon champ de vision. À part la vague suggestion d'un plafond et d'un sol, je ne distinguais rien. Au bout d'un moment, ce sol se précisa. Il semblait être en ma foi, en marbre noir, pourrais-je dire, lisse, brillant, et cependant translucide. Au premier plan, le sol paraissait liquide. Son aspect ne différait en aucune façon de la partie solide, sinon que la surface semblait en mouvement. Autre bizarrerie, les contours de toutes ces formes en vue, je remarquai qu'aucun de ces contours ne restait ferme lorsque je regardais intensément. Il semblait frémir, vous voyez, quelque chose d'à peu près semblable quand vous regardez un objet dans l'eau. Mais naturellement, il n'y avait aucune distorsion. C'était plutôt comme ce que l'on voit à travers d'ondes de chaleur. Je ne voyais rien du fond ni de l'autre côté de la grotte, sauf en un seul point où une étroite diffusion de lumière se projetait dans l'immensité de la distance au-delà. Je ne sais pas pendant combien de temps je contemplais cette scène. Plusieurs heures sans doute. Je me trouvais manifestement dans une grotte, une caverne, mais jamais je ne me suis senti enfermé. Jamais je n'ai eu l'impression d'être dans un espace restreint. Au contraire, au bout d'un moment, il me sembla sentir la vaste immensité des ténèbres devant moi. Peut-être était-ce à cause de ce sentier de lumière s'étendant dans le lointain à mes yeux. Il ressemblait à la queue inversée d'une comète ou à la lueur diffuse de la Voie lactée, qui pénétrait les domaines spatiaux également lointains. Peut-être me suis-je endormi, mais toujours est-il qu'il y eut un laps de temps pendant lequel, tant j'étais absorbé par mes pensées, j'eus à peine conscience de la scène qui se trouvait sous mes yeux. Puis j'aperçus une forme diffuse au premier plan, une forme qui se fondait avec les contours qui l'entouraient. Et tandis que je regardais, elle se précisa peu à peu, et je vis que c'était la silhouette d'une jeune femme, assise au bord du bassin, du sol liquide. À part ce même frémissement des contours et cette lueur phosphorescente, elle avait l'aspect tout à fait normal d'un être humain de notre propre monde. Elle était belle, selon nos canons de beauté, avec de longs cheveux tressés d'un noir lumineux, un visage délicat à l'expression aimable. Ses lèvres étaient d'un rouge profond, et j'avoue que je sentais plus que je ne voyais cette couleur. Elle ne portait qu'une courte tunique d'une substance que je décrirais comme un vert opaque gris, et la blancheur nacrée de sa peau luisait d'iridescence. Elle semblait chanter, mais je n'entendais aucun son. À un moment donné, elle se pencha sur le bassin, y plongea les mains avec un rire joyeux. Messieurs, je ne puis vous exprimer mon émotion, quand tout à coup je me rappelai que je regardais au microscope. J'avais tout à fait oublié ma situation, tant cette scène m'absorbait. Et puis soudain, avec un grand saisissement, je me suis rendu compte que tout ce que je voyais se trouvait à l'intérieur de cet homme. Sur le moment, l'importance de ma découverte me décontenança et m'effraya. Quand je regardai de nouveau, après les quelques instants nécessaires à l'adaptation de mes yeux à cette nouvelle forme de lumière, la scène se présenta comme la première fois, sauf que la fille était partie. Pendant plus d'une semaine, tous les soirs, à la même heure, j'observais cette grotte. La fille venait à chaque fois et s'asseyait au bord du bassin, comme je l'avais vu au premier soir. Une fois, elle dansa avec toute la grâce sauvage d'une nymphe des bois, tournoyant dans les lumières et les ombres pour s'écrouler enfin en un petit tas au bord du bassin. Ce fut le 10e soir que l'accident se produisit. J'observais, je me rappelle, depuis un temps anormalement long, quand elle apparut enfin, glissant hors de l'ombre, elle paraissait d'une humeur différente, pensive et triste. Quand elle se pencha sur le bassin pour le regarder fixement, soudain, il y eut un craquement épouvantable, une véritable explosion, et je fus projeté au sol à la renverse. Quand je repris connaissance, je vis de me cogner la tête. Je vis que le microscope était en miettes. Je m'aperçus en l'examinant que la plus grosse lentille avait explosé et que ses fragments étaient répandus dans toute la pièce. Je ne comprends pas comment je n'ai pas été tué. L'anneau était par terre, intact, inchangé. Pourrais-je vous faire comprendre ce que cette perte fut pour moi? À cause des frais considérables, je savais que jamais je ne pourrais remplacer ma lentille. Du moins pas avant plusieurs années. Et puis, messieurs, je ressentis quelque chose de bien plus terrible. Je comprenais enfin que ma découverte scientifique, perdue, comptait bien peu pour moi. C'était la jeune fille.
Je m'apercevais que le seul être que je pourrais jamais aimer poursuivait sa vie dans son propre monde, dans son univers, dans un atome de cet anneau d'or. Le chimiste se tut et considéra à tour de rôle les visages tendus de ses compagnons. C'est une idée presque inconcevable, murmura le médecin. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion demanda le très jeune homme. Je ne sais pas, avoua le chimiste. Il s'adressa au médecin, qui paraissait être le plus compréhensif du groupe. Je crois comprendre cependant que, par cette lentille, j'ai magnifié d'une façon fantastique ces singulières irradiations lumineuses que j'ai décrites. Je crois que les molécules de la lentille ont été désintégrées par ces irradiations parce que ce soir-là, je l'y avais exposé beaucoup plus longtemps. Le médecin hocha la tête, comme pour approuver cette hypothèse. Impressionné malgré lui, le banquier se resservit et se pencha en avant, dans son fauteuil. Alors vous croyez réellement qu'il y a en ce moment une fille dans l'or de cet anneau? Il n'a pas dit ça, protesta le grand homme d'affaires. Mais si, en fait, c'est bien ce que je crois, dit avec conviction le chimiste. Je crois que toute particule de matière dans notre univers contient notre univers, également complexe et complet, qui semble aussi vaste que le nôtre et ses habitants. Je pense aussi que tout notre espace interplanétaire, notre système solaire et toutes les étoiles les plus lointaines des cieux sont contenus dans l'atome de quelque autre univers, aussi gigantesque pour nous que le nôtre l'est pour l'univers de cet anneau. Seigneur, murmura le très jeune homme, dans ces conditions-là, on se sent bien petit, remarqua le grand homme d'affaires. Le chimiste sourit. L'existence de tout individu, de toute nation, de tout univers n'a pas la moindre importance. Il serait donc possible, intervint le médecin, que cet univers gigantesque qui nous contient dans un de ces atomes soit lui-même contenu dans l'atome d'un autre univers encore plus gigantesque, et ainsi de suite. C'est justement ma théorie, déclara le chimiste. Et dans chaque atome de rocher de cette grotte, il pourrait y avoir d'autres mondes encore plus petits. Je ne vois aucune raison d'en douter. Ma foi, dit le banquier, nous n'avons aucune preuve, alors aussi bien le croire. J'ai l'intention d'obtenir des preuves, répliqua le chimiste. Croyez-vous, demanda le médecin, que tous ces innombrables univers, plus grands et plus petits que le nôtre, soient habités? Je pense que la plupart le sont, fort probablement. L'existence de la vie, je crois, est aussi fondamentale que l'existence de la matière inerte. Comment pensez-vous que cette fille est arrivée là-dedans? Demanda le très jeune homme, qui avait été plongé dans ses réflexions. Ce qui m'a le plus étonné, reprit le chimiste en ignorant ma question, c'est que la fille ressemble autant à notre propre race. J'y ai longuement réfléchi, et je finis par conclure que les habitants de tout univers, plus grand ou plus petit que le nôtre, doivent nous ressembler assez. Cet anneau, voyez-vous, se trouve dans le même environnement que nous. Pourrait-on dire, les mêmes forces le contrôlent. Mais si cet anneau avait été créé sur Mars, par exemple, je crois que l'univers contenu dans ces atomes serait habité par des êtres semblables aux Martiens, si tant est qu'il existe des Martiens. Naturellement, sur les plans au-delà de ce qui nous touche de près, plus petits ou plus grands, des changements se produisent sans doute, et qui s'affermissent de plus en plus à mesure que l'on s'éloigne de notre propre univers. Dieu du ciel, ça donne le vertige, s'exclama le grand homme d'affaires. J'aimerais bien savoir comment cette fille est arrivée là, murmura le très jeune homme en contemplant l'alliance. Elle n'y est sans doute pas arrivée, riposta le médecin. Elle y a été fort probablement créée, tout comme vous et moi ici. J'en suis persuadé, assura le chimiste. Et cependant, il y a des moments où je m'interroge, elle était très humaine. Comment comptez-vous prouver le bien fondé de vos hypothèses? Demanda le banquier, avec son sens pratique tellement irritant. Le chimiste reprit l'anneau et le glissa à son doigt. Messieurs, j'ai essayé de vous exposer des faits, pas des théories. Ce que j'ai vu à cet ultra-microscope est un fait, non une théorie. Mes hypothèses ont été suscitées par vos questions. Vous avez parfaitement raison, dit le médecin. Mais vous nous avez bien laissé entendre que vous espériez y apporter des preuves. Le chimiste hésita un moment, puis il se décida. Je vais vous raconter le reste. Après la destruction du microscope, je me suis senti dérouté. Je ne savais plus comment procéder. J'ai réfléchi à ce problème pendant plusieurs semaines. Finalement, j'ai décidé de travailler dans un sens tout à fait différent.
selon une théorie dont je m'étonne que vous ne l'ayez pas encore abordée. S'interrompit, mais aucun ne parla. Je ne suis guère prêt à vous présenter des preuves ce soir, reprit-il au bout d'un moment. Voulez-vous tous dîner avec moi ici au club, aujourd'hui en 8? Tous hochèrent la tête et il se leva. C'est parfait. À 7 heures donc. Mais quelle est cette théorie que vous supposiez que nous aborderions? Demanda le très jeune homme. Le chimiste s'appuya des deux mains sur le dossier de son fauteuil. La seule solution à mon problème serait de trouver un moyen de me rendre suffisamment petit pour pénétrer dans cet autre univers. Ce moyen, je l'ai découvert. Et d'ici une semaine exactement, messieurs, avec votre assistance, je vais pénétrer la surface de cet anneau à l'endroit où il est éraflé. Le repas était terminé, les cigares allumés, quand le médecin aborda le sujet qui occupait toutes les pensées de l'assistance. Un toast, messieurs, dit-il en levant son verre, au plus grand chimiste chercheur du monde. Puisse-t-il réussir ce soir dans son entreprise? Le chimiste s'inclina. Je vais d'abord vous dire, messieurs, aussi simplement que possible, ce que j'ai fait depuis 2 ans. Vous pourrez tirer vos propres conclusions. Vous vous souvenez de mon dilemme, après la destruction du microscope, sa perte, l'impossibilité où j'étais de le remplacer, m'ont conduit à envisager un projet beaucoup plus hardi que le simple examen visuel de ce monde minuscule. Selon mon raisonnement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, à cause de sa proximité physique, d'un environnement similaire, si l'on peut dire, ce monde extérieur devrait être capable d'abriter une vie identique à la nôtre. Je n'ai vu alors qu'un seul obstacle entre moi et cet autre monde, la question de taille. La distance séparant notre monde de cet autre est infiniment grande ou infiniment petite, selon le point de vue. Avec ma taille actuelle, je ne suis qu'à quelques mètres de cet anneau, posé sur la table. Mais pour un habitant de l'autre monde, nous sommes aussi loin que pour nous les étoiles les plus éloignées de nos cieux diminuaient 1000 fois. S'interrompit un moment pour faire signe au garçon de les laisser. Cette réduction de la taille corporelle dépend du simple principe de la contraction des tissus, sauf qu'elle doit être portée beaucoup plus loin. Le problème par conséquent était de découvrir un produit chimique suffisamment inoffensif qui agirait sur les cellules corporelles de manière à réduire leur taille, sans changer leur forme, et ce de façon uniforme, afin que l'ensemble du corps ne soit pas déformé. Après un travail de recherche relativement minime, je me suis heurté à un obstacle apparemment insurmontable. Comme vous le savez, messieurs, notre corps humain est maintenu entier par le pouvoir d'une intelligence centrale que nous appelons l'esprit. À chaque instant de la vie, le subconscient commande et dirige la vie individuelle de chaque cellule composant le corps. À la mort, ce pouvoir est retiré. Chacune des cellules est livrée à elle-même et se produisit la dissolution du corps. J'ai découvert donc que je ne pouvais agir sur chaque cellule séparément, tant qu'elle restait sous l'emprise de l'esprit. D'autre part, je ne pouvais supprimer ce pouvoir du subconscient sans provoquer la mort. Durant plusieurs mois, je n'ai fait aucun progrès, puis j'ai trouvé la solution. J'ai tenu le raisonnement qu'après la mort, le corps ne se désintègre pas immédiatement. Il se passe beaucoup plus de temps que je n'en avais besoin pour la contraction cellulaire. Je me suis appliqué alors à découvrir un produit chimique capable de tenir en échec, durant la période de contraction cellulaire, le pouvoir du subconscient, tout comme le conscient peut être jugulé par l'hypnose. Je ne vais pas vous ennuyer en vous relatant le nombre d'expériences chimiques auxquelles j'ai dû procéder. J'ai surtout travaillé avec des lapins. Au bout de quelques semaines, j'ai réussi à suspendre totalement la vie chez l'un d'eux pendant plusieurs heures. L'animal n'était pas en transe, ni dans le coma, mais on était de mort apparente totale. Aucun résultat fâcheux n'a suivi sa réanimation. La contraction des cellules était autrement difficile à accomplir. J'ai terminé ma dernière expérience il y a moins de 6 mois. Alors vous avez réellement réussi à rendre un animal infiniment petit? Demanda le grand homme d'affaires. Le chimiste sourit. J'ai envoyé 4 lapins dans l'inconnu la semaine dernière. Comme je comptais me projeter moi-même dans cet univers inconnu et atteindre la taille proportionnée exacte, j'ai bientôt compris qu'un tel résultat ne pourrait être obtenu si j'étais inconscient.
C'était uniquement grâce à des doses successives de cette drogue ou des effets de retardement dont je vous parlerai plus tard, que je pouvais espérer atteindre la taille souhaitée. Il est nécessaire aussi que je me place sur cet anneau à l'endroit précis où je désirais pénétrer, pour descendre dans ces atomes une fois que je serai assez petit pour cela. Manifestement, ce serait impossible pour une personne ne possédant pas toutes ses facultés ainsi que sa force physique. Et vous avez résolu aussi ce problème, demanda le banquier. J'aimerais bien voir cela. Le chimiste tira de son portefeuille 2 petits sachets de papier. Ces drogues sont les résultats de mes recherches, dit-il. L'une d'elles provoque la contraction et l'autre l'expansion, par une inversion du procédé. Prises ensemble, elles ne produisent aucun effet. Une quantité moindre de l'une retarde l'action de l'autre. Il ouvrit le sachet et leur montra 2 minuscules fioles. Je les ai fabriquées, comme vous voyez, sous forme de petits comprimés, contenant chacun une infime quantité de drogue. C'est en les prenant successivement, par doses inégales, que j'espère atteindre la taille désirée. Il y a un détail que vous ne mentionnez pas, intervint le médecin. Ces fioles et leur contenu devront changer de taille en même temps que vous. Comment allez-vous y parvenir? Mes expériences, répondit le chimiste, m'ont permis de découvrir que tout objet se trouvant en contact physique étroit avec le corps vivant contracté se contracte lui-même dans des proportions égales. Je crois que mes vêtements seront aussi affectés. Je porterai ces fioles fixées sous mes aisselles. Et si vous mourrez, si vous êtes tué, est-ce que la contraction cessera? Demanda le médecin. Oui, presque immédiatement. Apparemment, bien que j'agisse grâce au subconscient, pendant que son pouvoir est tenu en échec, lorsque ce pouvoir est définitivement anéanti par la mort, la drogue n'affecte plus les cellules individuelles. La contraction ou l'expansion cesse presque aussitôt. Vous avez l'intention de prendre cette drogue vous-même, ce soir? Demanda le grand homme d'affaires. Oui, si vous voulez bien m'aider. J'ai pris toutes mes dispositions. Le club nous a accordé cette pièce pour 48 heures. Vos repas vous seront servis ici, quand vous les voudrez. Et je vais vous demander, messieurs, de vous relayer pour surveiller et garder l'anneau pendant tout ce temps. Acceptez-vous? Et comment? S'exclama le médecin. Tous les autres approuvèrent. C'est parce que je tenais à vous convaincre de mon absolue sincérité que je vous ai pris si totalement dans ma confidence. Ces portes sont-elles bien fermées? Le très jeune homme alla les verrouiller. Merci, dit le chimiste en commençant à se déshabiller. Bientôt il ne fut plus vêtu que d'un costume de bain en laine, du blanc le plus pur. Sur ses épaules était bouclé un mince harnais de cuir, équipé de 2 poches de soie, une sous chaque aisselle. Il y plaça une fiole dans chacune, après avoir posé sur la table 4 pilules de l'une d'elles. À ce moment, le banquier se leva et alla s'installer dans un autre fauteuil au fin de la pièce. Il se laissa tomber et passa une main tremblante sur son front, perlé de sueur. Je suis à peu près certain, reprit le chimiste, que ce maillot et ce harnais vont se contracter en même temps que moi. Si le harnais résistait, alors il faudrait que je tienne les fioles dans ma main. Sur le tapis, juste au-dessus de la lumière, il déploya un foulard de soie noire sur lequel il plaça l'anneau. Puis il prit une petite cuillère qu'il tendit au médecin. Écoutez-moi attentivement, je vous prie, car il se peut que tout le succès de mon aventure et ma vie même dépendent de vos actes durant les quelques prochaines minutes. Vous comprendrez naturellement que tout en restant assez grand pour être visible, je serai peut-être devenu si petit que ma voix sera inaudible. Par conséquent, je tiens à vous dire tout de suite à quoi vous devez vous attendre. Quand j'aurai atteint quelque chose comme 25 centimètres, je me placerai sur ce foulard où vous pourrez facilement voir mon maillot blanc sur les tissus noirs. Quand j'aurai moins de 2 centimètres, je courrai vers l'anneau et je me tiendrai tout à côté. Quand j'aurai encore diminué et que je ne mesurerai plus qu'un demi-centimètre, je grimperai dessus et tout en répétissant, je suivrai sa surface jusqu'à l'éraflure. Je veux que vous m'observiez très attentivement. Je risque de mal calculer et d'être trop petit pour monter sur l'anneau. Ou je puis en tomber. Dans l'un et l'autre cas, vous placerez cette cuillère à côté de moi, et j'y grimperai, alors vous ferez de votre mieux pour m'aider à remonter sur l'Alliance. Est-ce bien clair? Les médecins hochaient la tête. Parfait. Observez-moi tant que je resterai visible. S'il m'arrive un accident, je prendrai l'autre drogue et je m'efforcerai de revenir aussitôt parmi vous.
Vous pouvez vous attendre à cela à tout moment, durant les prochaines 48 heures. Quoi qu'il advienne, si je suis vivant, je reviendrai avant l'expiration de ce délai. Et messieurs, je vous en conjure, le plus solennellement du monde, ne permettez pas que l'on touche à cet anneau avant que ce temps soit écoulé. Puis-je compter sur vous? Certainement, répondirent-ils en chœur. Quand j'aurai pris ces pilules, reprit le chimiste, je ne parlerai plus, à moins que ce ne soit indispensable. J'ignore quelles seront mes sensations et je tiens à les observer le plus attentivement possible. Il éteignit alors toutes les lampes de la pièce, à l'exception du plafonnier dont la lumière tombait directement sur le foulard et l'anneau. Enfin, il regarda autour de lui. Au revoir, messieurs, dit-il en serrant les mains à la ronde. Souhaitez-moi bonne chance. Sur ce, sans la moindre hésitation, il plaça les 4 pilules dans sa bouche et les avala avec un peu d'eau. Le silence tomba sur le groupe, tandis que le chimiste s'asseyait par terre, la tête dans ses mains. Pendant près de 2 minutes, le silence demeura total. On n'entendait que la respiration oppressée du banquier vautrer dans son fauteuil. Ah, regardez, il rapetisse vraiment, souffla le grand homme d'affaires, d'une voix horrifiée en se tournant vers le médecin. Le chimiste releva la tête et leur sourit. Puis il se mit debout et s'appuya contre une chaise. Il mesurait à peine plus d'1 mètre. Régulièrement, il répétissait sur leurs yeux médusés. À un moment donné, il parut vouloir parler et le médecin s'accroupit à côté de lui. Tout va bien, au revoir, dit-il d'une voix ténue. Puis il se plaça sur le mouchoir. Le médecin s'assit par terre, tout à côté, la cuillère à la main. Et les autres, à l'exception du banquier, se pressèrent autour de lui. La silhouette du chimiste, immobile, près du bord du mouchoir, ressemblait maintenant à un petit jouet de bois, d'à peine 2 centimètres de haut. Levant la main et souriant, il se mit soudain à marcher, puis il courut rapidement vers l'anneau. Quand il l'atteignit, hors d'haleine, il était juste 2 fois plus grand que la largeur de l'alliance. Sans attendre, il bondit et s'y assit à califourchon, en se tenant solidement des 2 mains. Un instant plus tard, il se mit debout et longea avec précaution la circonférence vers les raflures. Le grand homme d'affaires posa une main sur l'épaule du médecin et s'efforça de sourire. Il va réussir, chuchota-t-il. Comme pour lui répondre, la minuscule silhouette se retourna et agita les bras. Il distinguait à peine la tache blanche du maillot sur l'or de l'anneau. Je ne le vois plus, murmura le très jeune homme d'une voix effrayée. Il est tout près de la raflure, répondit le médecin, en se penchant. Puis il annonça. Il est parti. Il se releva et s'exclama. Grand Dieu, pourquoi n'avons-nous pas de microscope? Je n'y ai pas pensé, avouait le grand homme d'affaires. Nous aurions pu l'observer pendant un long moment encore. Ma foi, maintenant il a disparu, et nous ne pouvons qu'attendre. Le très jeune homme soupira. J'espère qu'il va retrouver cette fille. Le banquier ronflait bruyamment sur un canapé de cuir, dans un coin de la pièce. À côté de lui, dans un grand fauteuil, les pieds sur la table, le très jeune homme dormait aussi. Le médecin et le grand homme d'affaires étaient assis par terre à côté du mouchoir. Depuis combien de temps est-il parti? Maintenant, demanda ce dernier. 40 heures exactement, répondit le médecin. Il a dit que 48 heures, c'était la limite. Je pense qu'il reviendra ce soir vers 10 heures. Je me demande surtout s'il va revenir, grogna nerveusement le grand homme d'affaires. Ils gardèrent le silence un moment, puis il reprit. Vous feriez mieux d'essayer de dormir un peu. Vous êtes épuisé. Je monterai la garde. Oui, vous avez sans doute raison, répondit le médecin d'une voix lasse. Réveillez donc ce gosse. Il ne fait que dormir. Non, je monterai la garde. Allongez-vous donc là-bas. Le médecin obéit tandis que le grand homme d'affaires s'installait plus confortablement sur un coussin à côté du mouchoir et se préparait à sa veille solitaire. Le médecin dut s'endormir immédiatement, car il ne parla plus. Le grand homme d'affaires ne quittait plus l'anneau des yeux. Il se penchait parfois dessus. Toutes les 10 ou 15 minutes, il consultait sa montre. 1 heure environ s'écoula ainsi, puis le très jeune homme se redressa soudain en bâillant. Sont-ils revenus demanda-t-il d'une voix ensommeillée. Le grand homme d'affaires répondit, beaucoup plus bas. Comment ça, il... J'ai rêvé qu'il avait ramené cette fille avec lui. Ma foi, s'il la ramène, ils ne sont pas encore là. Vous feriez mieux de vous rendormir. Nous avons encore 6 ou 7 heures à attendre.
Le très jeune homme se leva et traversa la pièce. Non, je vais regarder un moment, dit-il, en s'asseyant par terre. Quelle heure est-il 3 heures moins le quart. Il a dit qu'il serait là ce soir avant 10 heures. J'ai hâte de voir cette fille. Le grand homme d'affaires se leva et s'approcha d'un plateau, sur une table roulante près de la porte. Dieu que j'ai faim. J'ai dû oublier de manger aujourd'hui. Il souleva l'un des couvercles d'argent, et ce qu'il vit dut lui paraître appétissant, car il tira une chaise et se mit à déjeuner. Le très jeune homme alluma une cigarette. Ce sera le drame de ma vie s'il ne revient pas, dit-il. Le grand homme d'affaires sourit. Et sa vie à lui. Mais le très jeune homme avait sombré dans une rêverie et ne lui répondit pas. Le grand homme d'affaires acheva son déjeuner en silence. Il allait allumer un cigare, quand une exclamation soudaine le fit lever d'un bond. Venez vite, je vois quelque chose, s'écria le très jeune homme, penché sur l'alliance et tremblant violemment. L'autre le repoussa. Laissez-moi voir. Où ça? Là, près de l'éraflure. Il est couché là. Je le vois. Le grand homme d'affaires regarda, puis il se hâta de réveiller le médecin. Il est revenu. Vous pouvez le voir là. Le médecin se courba sur l'alliance, tandis que les autres réveillaient le banquier. Il n'a pas l'air de grandir, murmura le très jeune homme. Il est simplement couché là. Il est peut-être mort. Qu'allons-nous faire demanda le grand homme d'affaires. Tendit la main pour prendre l'anneau, mais le médecin le repoussa vivement. Ne faites pas ça, vous voulez le tuer. Il se redresse, cria le très jeune homme. Il est vivant. Il a dû s'évanouir, supposa le médecin. Il doit probablement reprendre de sa drogue. Il est beaucoup plus grand, regardez-le. La minuscule silhouette était assise de côté sur l'alliance. Ses pieds pendant à l'extérieur, elle devenait visiblement plus grande d'instant en instant. Et bientôt elle glissa de l'anneau et s'écroula sur le foulard. Seigneur, s'écria le grand homme d'affaires, regardez-le, il est blessé, tout est gratigné. Il faisait effectivement peine à voir. À mesure qu'il grandissait, ils purent reconnaître le visage hagard du chimiste. Regardez ses pieds, chuchota le grand homme d'affaires. Ils étaient couverts de plaies, d'échymoses, et affreusement enflés. Le médecin se pencha et murmura. Que puis-je faire pour vous aider? Le chimiste secoua la tête. Son corps, allongé sur le foulard, l'avait déchiré en grandissant. Lorsqu'il mesura environ 25 centimètres, il releva la tête. Le médecin se courba encore plus près de lui. Du cognac, je vous en prie, souffla la voix à peine audible du chimiste. Il veut du cognac, criait le médecin. Le très jeune homme regarda fébrilement autour de lui, puis il ouvrit la porte et sortit précipitamment. Lorsqu'il revint, le chimiste avait grandi de près d'1 mètre. Il était assis par terre, adossé aux genoux du médecin. Tenez, cria le très jeune homme, en lui tendant le cognac. Le chimiste en but une gorgée. Puis il se dressa visiblement animé. On dirait que j'ai cessé de grandir, dit-il. Finissons-en, maintenant. Ah, que j'ai hâte d'avoir retourné ma bonne taille. Le médecin l'aida à prendre des fioles sous ses bras et le chimiste plaça une pilule sur sa langue. Il se laissa retomber en arrière, ferma les yeux et murmura. Je pense que cela devrait suffire. Pendant près de 10 minutes, personne ne parla graduellement. Le corps du chimiste grandissait, forçant le médecin à changer plusieurs fois de position. Finalement, la croissance parut s'arrêter. Le corps semblait avoir presque repris sa taille normale. Était-ce comme vous vous y attendiez demanda le banquier. Dans une large mesure, oui, répondit le chimiste. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Le très jeune homme approuva de la tête, avidement. Quand j'ai pris les 4 premières pilules, commença le chimiste d'une voix posée, ma première sensation a été un vertige soudain, accompagné d'une nausée. Cette dernière passa assez rapidement. Il s'interrompit pour allumer un cigare. Vous vous souviendrez que je me suis assis par terre et que j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, mon vertige se dissipa quelque peu, mais j'étais oppressé par une curieuse sensation de sommeil impossible à secouer. Ma première impression mentale fut de la stupéfaction en vous voyant tous grandir. Je me rappelle m'être mis debout contre cette chaise, qui avait doublé de volume. Et vous, dit-il en indiquant le médecin, vous me dominiez comme un géant d'au moins 3 ou 4 mètres. Toute la pièce semblait s'élever lentement, avec tout son contenu, à part cet incoercible sommeil qui m'accablait. Je me sentais tout à coup fait normal, aucun changement ne semblait se produire en moi, mais tout le reste me paraissait prendre des proportions immenses, terrifiantes. Pouvez-vous imaginer un être humain de 30 mètres de haut? C'était ainsi que vous m'apparaissiez, quand j'ai mis le pied sur cette immense étendue de soie noire.
et que je vous ai crié mon dernier au revoir. Sur ma gauche se trouvait l'anneau, apparemment à une quinzaine de mètres. Je m'y dirigeais au pas, mais bien qu'il devint de plus en plus grand, la distance qui me séparait s'accroissant au lieu de diminuer. Alors je me mis à courir, et quand je l'atteignis, il m'arrivait plus haut que la taille. Je sautai sur le rebord et m'y cramponnai solidement. Je le sentais grandir sous moi. Au bout d'un moment, je me hissai sur sa surface supérieure et me mis en marche vers l'endroit où je savais trouver les raflures. En regardant autour de moi, je constatai que je suivais un chemin de rente étroit, mais qui allait en s'élargissant. Le sol sous mes pieds ressemblait à du quartz jaunâtre et rugueux. Ce sol devenait de plus en plus inégal. Au pied des rebords de ce chemin s'étendait une vaste plaine, noire, brillante, ondulante et comme ensoleillée sur les sommets des crêtes. D'un côté, cette plaine noire allait jusqu'à l'horizon. De l'autre, c'était une sorte de vallée circulaire, cernée par un mur jaune brillant. Le chemin était maintenant extraordinairement bosselé. J'inclinai vers la gauche tout en marchant pour suivre le parapet extérieur. Je ne distinguais pas l'autre côté de ce sentier. Je pressai le pas et, au bout de quelques instants, je vis devant moi un alignement de pierres et de rochers en travers de mon chemin. Je les suivis sur une autre courte distance et découvris finalement une crevasse par laquelle je pus passer. Cette crevasse devait être profonde, d'une trentaine de mètres. Derrière, et s'étendant dans une direction parallèle, j'aperçus une vallée immense. Je compris que j'avais atteint mon premier objectif. Je m'assis au bord du précipice et regardai la crevasse devenir de plus en plus large et profonde. Je compris alors qu'il me fallait immédiatement entamer ma descente, si je voulais atteindre le fond. Pendant près de 6 heures, je peinais sur cette pente et lorsque j'arrivai enfin en bas, j'étais descendu relativement à la taille que j'avais alors, d'environ 4000 mètres. Les objets qui m'entouraient ne semblaient plus grandir, et j'en conclus que ma stature allait maintenant demeurer constante. Je remarquai aussi, en avançant au fond de cette crevasse, une curieuse altération dans la forme de la lumière. L'éclat du ciel, qui n'était au-dessus de moi qu'un étroit ruban d'un bleu terne, pénétrait à peine dans les profondeurs du canyon. Mais j'étais comme environné d'une douce irradiation qui semblait émaner des rochers eux-mêmes. Je ne vous ai pas dit, messieurs, que lorsque j'ai manqué l'anneau, j'ai pratiqué une entaille plus profonde dans une partie de la raflure et braqué mon microscope dessus. C'était maintenant cette entaille que je cherchais. Je la trouvai, par bonheur, à moins d'1 kilomètre. C'était une fosse presque circulaire, d'environ 7 à 8 kilomètres de diamètre. Avec des parois brillantes, plongeant dans les ténèbres, je ne vis aucun moyen d'y descendre. Cette somnolence qui m'avait auparavant simplement oppressé, s'ajoutant à ma fatigue physique et à la plus importante dose de drogue que j'avais prise, devint presque insoutenable. J'y cédai un moment, m'allongeant dans une infructuosité près du bord de la fosse. Je dus perdre immédiatement conscience et dormir très longtemps. Mais je me rappelle une horrible sensation de glissade qui me parut durer des heures. Je me sentis glisser ou tomber la tête la première. Je m'efforçai de m'éveiller et en fus incapable, et puis ce fut l'oubli total. Quand je repris connaissance, j'étais allongé en partie recouvert par une masse de cailloux lisses et brillants. J'étais meurtri de la tête aux pieds, en bien plus piteux état que lorsque vous m'avez vu à mon retour. Je me redressai et regardai autour de moi. La pente que j'avais dévalée semblait composée d'une substance lisse semblable à du marbre noir. Le sol était tout à fait différent, plus métallique et curieusement ondulé. Devant moi, dans le lointain, j'aperçus une chaîne de montagnes. Au bout d'un moment, je me relevai et me dirigeai d'un pas lourd vers ces montagnes. Je découvris alors ce qui avait dû être une forêt profonde, mais qui était maintenant complètement ravagée. Quelques arbres à peine se dressaient encore, mais partout ailleurs, ce n'étaient que troncs écrasés, abattus, enchevêtrés et souvent à demi enfouis dans le sol. Je ne puis vous exprimer, messieurs, l'impression de puissance surhumaine qu'évoquait cette scène. Aucun orage, aucune foudre, aucun assaut des éléments n'auraient pu produire, ne fût-ce qu'une fraction de la destruction que je voyais autour de moi. Avec prudence, je grimpai sur un tronc abattu, et de cette hauteur, je pus voir plus nettement le panorama. Je me trouvais vers la fin de la région dévastée,
qui s'étendait sur environ 1 kilomètre de large et plusieurs de profondeur. Devant moi, à 300 mètres environ, commençait la forêt intacte. Après être descendu de ma souche, je marchais dans cette direction. Et j'atteignis l'orée de la forêt après au moins 1 heure du cheminement le plus ardu de tout mon voyage. Sur un des arbres abattus, je découvris une espèce de plante grimpante, qui portait une provision de petites baies grises, assez semblables à nos cassis, dont elle avait même le goût. Je m'assis à en manger une grande quantité. Lorsque j'arrivai à l'orée de la forêt, j'avais repris des forces. Je n'avais vu jusque-là aucune trace de vie d'animal. Mais en m'immobilisant, j'entendis autour de moi la multitude de petites voix des bois. Il y avait des insectes sur le sol et dans les arbres quelques oiseaux voletaient. Je vous ai dépeint peut-être un paysage de notre monde, mais c'est malgré moi. Vous devez vous rappeler qu'au-dessus de moi, il n'y avait pas de ciel, rien que des ténèbres. Et cependant tant de lumière éclairait ce spectacle, que je savais bien être dans ce que nous appellerions le plein jour. Les objets dans la forêt étaient bien illuminés, mieux encore qu'ils ne l'auraient été chez nous dans ce semblable circonstance. Les arbres étaient immenses, comparés à ma taille, avec des troncs droits, sans aucune branche, sauf à leur cime. Ils étaient d'une couleur bleu-gris, et beaucoup étaient recouverts de cette plante dont j'avais mangé l'épée. Les feuilles, tout là-haut, me semblaient bleues. En fait, la couleur dominante de cette végétation était le bleu, tout comme chez nous c'est le vert. Le sol était jonché de feuilles mortes et d'une sorte de mousse grise. Il y avait quelques champignons de même teinte, mais je me gardais d'en manger. J'avais pénétré d'environ 3 kilomètres dans la forêt quand j'arrivai soudain sur les bergers d'une large rivière dont la surface argentée semblait diffuser des ondes de cette lumière phosphorescente caractéristique. Je trouvai l'eau fraîche et pure, et bus longuement, puis je m'allongeai sur la berge, moussue, et complètement épuisé, je me rendormis. Je fus réveillé par la caresse de mains douces sur ma tête et ma figure. Avec un sursaut, je me redressai et me frottai les yeux. Sans trop savoir où j'étais, lorsque j'eus recouvré mes esprits, je vis devant moi le visage d'une jeune fille. Assise par terre devant moi, je la reconnus immédiatement. C'était la fille du microscope. Vous dire que je fus suffoqué serait au-dessous de la vérité, mais je ne vis aucune crainte dans son expression, simplement de la surprise de me voir revenir si brusquement à la vie. Elle était habillée de la même façon, sa fragile beauté était la même. Ainsi vue de près, elle m'apparut infiniment plus attirante, mais curieusement plus âgée, plus mûre. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années, depuis que je l'avais vue en microscope pour la dernière fois. Cependant, c'était indéniablement la même fille. Pendant quelques instants, nous nous dévisageâmes, puis elle sourit et me tendit la main, la paume en l'air. En prononçant quelques mots, elle avait une voix douce et mélodieuse, et ses paroles avaient quelque chose de limpide. Dirais-je faute de mieux. Je ne compris rien, mais sans pouvoir déterminer si c'était parce que les mots m'étaient inconnus ou parce que l'intonation ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Le fossé qui nous séparait, cependant, n'était pas aussi grand que vous pourriez l'imaginer. Et chose curieuse, ce ne fut pas moi qui appris à parler sa langue, mais elle qui maîtrisa la mienne. Le très jeune homme poussa un soupir de contentement et le chimiste reprit. Après cela, nous devînmes de très bons amis. Il fut évident à son attitude qu'elle s'était déjà fait une idée de ce que j'étais. Pendant un moment, nous tentâmes de communiquer. Mes mots devaient lui être aussi intelligibles que l'étaient les siens pour moi. Mais de temps en temps, elle parvenait à deviner leur signification et battait joyeusement des mains comme un enfant. Je finis par comprendre qu'elle habitait à une distance considérable et qu'elle s'appelait Lilda. Finalement, elle me prit par la main et m'entraîna d'un air possessif qui m'amusa et, je l'avoue, me fit un plaisir immense. Nous avions fait quelques centaines de mètres sous bois quand je m'aperçus qu'elle me conduisait vers l'ouverture d'une grotte ou d'un passage qui descendait suivant un angle d'environ 20 degrés. Je pus alors constater plus graphiquement une vérité que je soupçonnais depuis un moment. L'obscurité était impossible dans ce nouveau monde. Nous étions maintenant enfermés entre d'étroites parois de roches cristallines, dans un souterrain haut de guerre plus de 15 mètres.
Il n'y avait pas le moindre éclairage artificiel visible, et pourtant tout était brillamment illuminé. Cela provenait, comme je l'ai expliqué, de l'irradiation phosphorescente émanant de chaque particule minérale de cet univers. Nous traversâmes de nombreux tunnels transversaux et rencontrâmes quelques personnes, des hommes vêtus comme Lilda, mais dont les cheveux étaient coupés juste au-dessus des épaules. Plus tard, je pus constater que les hommes étaient tous de taille moyenne, environ 1,75 m, minces, musclés, avec une peau plus grise et plus rude que celle des femmes, nacrée et iridescente. Tous les gens que nous rencontrions étaient fort sympathiques. Ils me dévisageaient curieusement, et plusieurs fois nous fûmes retenus par des groupes bavards. La blancheur intense de ma peau, qui paraissait crayeuse dans cet éclairage, semblait à la fois les intimider et les amuser. Mais ils me traitaient avec un grand respect, et plus tard, je compris que c'était à cause de la présence de Linda, et aussi de ce qu'elle leur avait dit de moi. Plusieurs des carrefours de ce souterrain étaient extrêmement vastes. Nous arrivâmes à l'un d'eux, un vaste amphithéâtre si large que son extrémité opposée était invisible, empli d'une foule immense. Sur un côté, dans une niche rocheuse, un orateur l'a harangué. Nous contournâmes cette foule pour nous engager dans un autre tunnel qui plongeait plus encore dans le sol. J'étais si absorbé par tout ce que je voyais d'étrange que je ne remarquai guère la distance que nous parcourions. Je n'éprouvais pas la moindre crainte. La sincérité, la gentillesse de tous ces gens, la naïveté amicale de mon guide me mettaient tout à fait à l'aise. Nous venions à peine d'entrer dans ce dernier tunnel que j'entendis un sourd battement de tambour, une étrange musique aigrelette, ainsi que des cris et des ovations. Des gens nous dépassèrent en courant, la main de Linda serra plus fort la mienne, et elle m'entraîna plus rapidement. La foule devenait plus dense, se pressait et se bousculait autour de nous, sans prendre garde à moi. En contact étroit avec ces gens, je m'aperçus bientôt que j'étais plus fort qu'eux, et pendant un moment je n'eus aucun mal à les repousser pour nous frayer un passage. Ils ne s'en fâchaient pas. Je dois avouer que jamais je n'ai rencontré chez un peuple autant de bonne humeur. Il vint un moment cependant où la foule se fit si dense que nous ne pûmes plus avancer d'un pas. Alors Linda me tira vers la paroi de la caverne, frappa dans ses mains au-dessus de sa tête et cria quelque chose d'une voix claire et autoritaire. Aussitôt la foule s'écarta et quelques instants plus tard, je me trouvais entraîné dans un étroit escalier de pierre jusque sur la plateforme naturelle à 5 ou 6 mètres au-dessus des têtes. Plusieurs dignitaires occupaient cette plateforme. L'Ilda les salua, et ils nous firent de la place contre le parapet. Je vis que nous nous trouvions au croisement d'un passage transversal, beaucoup plus vaste que ceux que nous avions déjà franchis. Et j'eus alors la plus grande surprise, depuis mon arrivée dans ce nouveau monde, car dans ce dernier tunnel, défilaient des hommes en rang, qui étaient manifestement des soldats que la foule acclamait. Cette ardeur martiale et ce qu'elle impliquait me causèrent un choc. Je n'avais vu jusque-là que la gentille douceur d'un peuple aimable, dont la vie semblait bien éloignée de la lutte féroce pour l'existence à laquelle notre race est soumise. J'en étais venu à penser que ce nouveau monde était parvenu à l'âge d'or de la sécurité et que la crainte, la haine et le mal y avaient disparu depuis longtemps, ou n'y avaient jamais existé. Ma déception était immense. Quand les soldats eurent fini de défiler, la foule commença à s'y disperser. Les hommes se trouvant avec nous sur la plateforme s'apprêtèrent à partir, et Linda me conduisit vers l'un d'eux. Il était presque aussi grand que moi, et portait la même tunique commune aux deux sexes, mais ornée de perles multicolores, une mince plaque de pierre légèrement connexe pendue sur sa poitrine. Après les quelques mots d'explication de Linda, il posa ses deux mains sur mes épaules et prononça en souriant des paroles de bienvenue. Puis il me tendit une de ses mains, la paume en l'air comme l'avait fait Linda, et je posai la mienne dessus selon la coutume, me semblait-il. Linda me présenta de la même façon à deux autres qui nous avaient rejoints, puis elle m'entraîna. Nous descendîmes et nous engageâmes dans le tunnel, le plus large où nous trouvâmes une espèce de tréteau. Elle me fit signe d'y monter. Ce véhicule était en bois, avec un amas de feuilles mortes en guise de coussin, et posé en équilibre sur un seul patin de pierre poli d'environ 50 cm de large avec un autre de chaque côté, plus étroit et plus court, servant de balancier. Deux animaux y étaient attelés, assez semblables à nos rennes, mais de couleur grise et sans bois.
Un domestique salua respectueusement Lilda et quand nous fûmes installés, il monta sur une banquette devant nous. Nous circulâmes dans ce curieux véhicule pendant à peu près une heure. Le sol du tunnel était tout à fait lisse et nous glissions sur sa pente à bonne allure et sans chaos. Notre conducteur maintenait l'équilibre du traîneau en portant son poids de côté et d'autre, si bien qu'à de rares intervalles, seulement les balanciers touchaient terre. Nous émergeâmes finalement en plein air et j'eus alors sous les yeux un panorama presque normal. D'aspect terrestre, nous nous trouvions près des rives d'un lac scintillant et calme. D'un côté s'étendait une campagne vallonnée, parsemée d'arbres, et plus près de nous, au bord du lac, je vis un groupe de maisons basses, au toit plat, dont une beaucoup plus grande se dressait sur un promontoire. Au-dessus de nos têtes, un ciel gris-bleu, sans nuages, où l'on distinguait faiblement quelques étoiles se reflétaient dans les eaux du lac. Le chimiste s'interrompit pour rallumer son cigare. Peut-être avez-vous des questions à me poser? Le médecin changea de position dans son fauteuil. Aviez-vous à ce moment formé une hypothèse sur la conformation de ce monde? Par exemple, quand vous êtes sorti de ce tunnel, étiez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur du monde? Était-ce le même ciel que vous avez vu dans la forêt? Demanda le grand homme d'affaires. Non, c'était ce qu'il y avait vu au microscope, n'est-ce pas? S'écria le très jeune homme. Une question à la fois, messieurs, protesta le chimiste en riant. Non, je n'avais encore aucune hypothèse. J'avais bien trop de choses en tête. Mais je me rappelle avoir remarqué un détail qui me fournit un indice, me permettant de comprendre assez bien cet univers. À partir de là, je pus formuler une explication qui, je le découvris par la suite, était la croyance même de ce peuple. Qu'était-ce donc? Demanda le très jeune homme. J'ai remarqué alors que je contemplais ce panorama une chose vitale qui le rendait différent de tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Si vous voulez bien réfléchir un instant, messieurs, vous vous rendez compte qu'ici, dans notre monde, l'horizon est provoqué par la courbure de la Terre au-dessus de la vision en droite ligne. Nous sommes sur une surface convexe, mais en regardant ce paysage, malgré l'absence de lumière céleste, ma vue se portait sur plusieurs kilomètres. J'avais l'impression de me trouver au centre d'une vaste cuvette peu profonde. Le terrain s'élevait tout autour de moi. Il n'y avait pas de ligne d'horizon, mais tout se perdait dans des ombres indistinctes. Je me trouvais donc sur une surface concave, à l'intérieur et non à l'extérieur d'un monde. La situation telle que je la conçois maintenant était la suivante. Relativement à la petite taille que j'avais atteinte, et si nous estimons que je mesurais 1,80 m au moment où j'avais rencontré Lilda, j'étais descendu au fond de l'anneau de plusieurs milliers de kilomètres. En fait, où est-il cet anneau? Le voici, dit le très jeune homme, en le tendant au chimiste qui le glissa son doigt. Il m'est assez précieux à présent, murmura-t-il en souriant. Je comprends, s'exclama le très jeune homme. Vous pourrez facilement concevoir comment j'ai pu parcourir une telle distance, si vous considérez l'immensité relative de ma stature durant mes premières heures de séjour dans l'anneau. Cette région que j'ai traversée est un désert aride. Simplement les attentes de ce que nous appelons de l'or, au-delà, j'ai pénétré dans les régions encore inexplorées, contenues dans l'atome. À partir de l'endroit où j'ai trouvé la forêt, m'attendit plus tard. La contrée est habitable sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout autour, c'est un désert que personne n'a jamais traversé. Cette surface est l'extérieur du monde, Oroïde, car c'est ainsi qu'ils appellent leur terre. En cet endroit, l'écorce, entre les surfaces extérieures et intérieures, n'a que quelques kilomètres d'épaisseur. Les deux surfaces ne sont pas parallèles, si bien qu'en descendant par ces souterrains, nous n'avons guère couvert que le huitième d'un cercle. Là où se trouve la ville d'Arit, où Lilda me conduisit en premier lieu, et où j'ai vu pour la première fois la surface interne, la courbure est légèrement plus grande que celle de notre propre Terre, mais comme je l'ai dit, en sens opposé. Et l'espace contenu dans la courbure, le ciel que vous avez mentionné, quel ordre de grandeur lui attribuez-vous? Demanda le médecin. En me fondant sur la courbure aride même, je disais que cela fait environ 10 000 km de diamètre. Est-ce que cette surface interne a été entièrement explorée? Demanda le grand homme d'affaires. Non, une petite partie seulement.
Les Oroïdes ne sont pas un peuple aventureux. Il n'y a que deux nations, moins de 12 millions de personnes à elles deux, sur une surface presque aussi vaste que la nôtre. Et ces étoiles, hasarda le très jeune homme, je crois qu'elles forment un univers complet semblable à notre système solaire. Il y a une étoile, un soleil central, autour duquel tournent les autres, mais vous devez comprendre que ces autres mondes sont infiniment petits, comparés à l'Oroïde, et que s'ils sont habités, ces habitants sont aussi petits par rapport aux Oroïdes que ces derniers le sont par rapport à nous. Dieu de Dieu, s'écria le banquier. N'allons pas plus loin, je vous en prie. Parlez-nous encore de Lilda, suppliait le très jeune homme. On dirait qu'elle vous intéresse beaucoup, répliqua en riant le chimiste. Eh bien, quand nous sommes descendus du traîneau, Lilda m'a conduit directement à la ville d'Arit. Les maisons basses, d'architecture uniforme, étaient en pierre grise polie, et les rues dallées, de même pierre, tout était immaculé, d'une propreté presque insolite. La première impression était celle d'une ville entièrement construite en verre, une forme curieuse de verre opaque récemment frotté et poli. Les enfants se pressèrent autour de nous, et Linda les dispersa gentiment, mais avec autorité. Comme nous approchions de l'espèce de château que j'ai mentionné, j'appris qu'elle était la fille de l'un des hommes les plus érudits de la nation, et aussi dame d'honneur de la reine. C'était donc une monarchie, c'est un élégant homme d'affaires. Je ne l'aurais pas cru. Lilda appelait leur chef le roi. En réalité, il était président, élu par le peuple pour une période correspondant à 20 ans de chez nous. Durant mon séjour, j'appris différentes choses sur cette république, mais pas autant que je l'aurais souhaité. La nourriture n'était pas tellement différente de la nôtre, consistant surtout en fruits et en légumes que je ne pus identifier. Linda me rendit visite assez souvent, et je compris que j'attendais d'être reçu par le roi. Durant ces quelques jours, elle fit de rapides progrès dans ma langue, si rapides que je renonçai vite à apprendre la sienne. Elle me raconta la simple et tragique histoire de sa race, l'éternelle histoire de la force contre le droit, le drame d'un peuple confiant et bon, s'imaginant naïvement que tous les autres lui ressemblaient. Pendant des milliers d'années, depuis que le maître créateur de vie était venu d'une des étoiles pour peupler le monde, les Oroïdes avaient vécu en paix et en sécurité, sans chercher l'aventure, sans qu'aucune soif de connaissance ne les poussât à explorer les terres illimitées qui les entouraient. Pas de fauves pour les traquer, pas de sauvages pour les menacer. Un terrain fertile, un climat parfait les nourrissait tendrement. Dans de telles conditions, seules les qualités les plus douces et les plus généreuses se développèrent chez eux. Ils n'avaient pas besoin de nombreuses lois, car la vie était si simple, si agréable, si facile que les occasions de mal faire étaient pratiquement inexistantes. Chose étrange, et fort heureusement, aucun individu parmi eux n'était avide de pouvoir. Ceux qui les gouvernaient étaient respectés et aimés pour leur bienveillante autorité, et puis après des siècles d'indolence et de paix, vint le réveil. Presque subitement, une autre nation surgit de l'inconnu pour les attaquer. Blessés comme des enfants injustement traités, ils succombèrent presque tous à la première offensive. L'enlèvement d'un grand nombre de leurs femmes, ce qui était semble-t-il le but principal des envahisseurs, les irrita suffisamment pour qu'ils repoussent cette première attaque grossière. Leur virilité étant défiée, leur colère nationale s'éveilla pour la première fois. Ils se jetèrent comme un seul homme dans les horreurs de ce que nous appelons la guerre. Après la défaite des Malites, vint une nouvelle période de paix et de sécurité. La leçon n'avait pas porté, cependant car ils retrouvèrent leur manière indolente d'enfants pour qui la vie est un jeu. Durant cette dernière période, quelques échanges eurent lieu entre les Malites et eux. Ce peuple originaire, sans doute des antipodes de la surface interne, avait graduellement repoussé ses frontières de plus en plus près du pays des Oroïdes. Un certain commerce s'établit. Mais les Malites, à cause de leur caractère, de leur désir instinctif de pouvoir pour le pouvoir, de leur certitude qu'ils étaient des êtres supérieurs, étaient craints par leurs voisins plus simples et plus aimables. Vous pouvez deviner la suite, messieurs. Lilda m'a peu parlé des Malites, mais son hésitation à aborder ce sujet, le dégoût qu'elle ne pouvait dissimuler était plus éloquent que dément. Il y a quatre ans, selon leur calcul du temps, se produisit la seconde offensive. Et aujourd'hui, dans un arc immense, à quelques centaines de kilomètres seulement d'Arit, se déploient les armées ennemies. Voici les conditions que j'ai découvertes, messieurs.
Ce n'est pas une situation bien originale, n'est-ce pas? Il est vraiment curieux, observa le médecin d'une voix songeuse, que l'environnement de notre Terre affecte à ce point le monde à l'intérieur de l'anneau. Cela donne à penser, n'est-ce pas, que de s'apercevoir comment des créatures infinitésimales sont mues à présent par des mobiles identiques à ceux qui nous inspirent. Et cependant, cela paraît tout à fait raisonnable. Il me semble, intervint le grand homme d'affaires, ce fut un matin de mon troisième jour au château, reprit le chimiste, que Linda me conduisit auprès du roi. Nous le trouvâmes assis tout seul dans une petite antichambre, donnant sur une vaste cour d'honneur, où toute une foule attendait impatiemment. Je dois vous expliquer que Linda me considérait un peu comme un messie, venu sauver sa nation de la destruction qui la menaçait. Elle me prenait pour un être surnaturel, ce qui, si l'on veut bien y songer, messieurs, est bien ce que j'étais, depuis plusieurs semaines, avant le jour où elle m'avait trouvé endormi au bord de la rivière. Linda était venue presque chaque jour en pèlerinage en ce même lieu. Une prémonition, une sensation, qu'elle avait eue quelques années plus tôt, lui avait annoncé ma venue. Et le savoir de son père, ses croyances scientifiques, l'avaient amené à penser qu'elle devait m'attendre vers la surface extérieure du monde. Le plus curieux, messieurs, c'est que Linda se rappelait fort bien dans quelles circonstances elle avait eu pour la première fois cette prémonition. En me faisant son récit, elle me décrivit avec précision la scène dans la grotte, que j'avais observée au microscope. Le chimiste s'interrompit un instant avant de poursuivre. Quand nous entrâmes, le roi me reçut, aimablement, et me fit asseoir à côté de lui tandis que Linda s'asseyait par terre à nos pieds. Le roi me parut avoir 50 ans environ. Son visage était rasé et de longs cheveux noirs ondulés tombaient sur ses épaules. Il portait la tunique habituelle, ornée d'une diversité d'objets métalliques, avec une sorte de glaive grossi à la ceinture. Ses pieds étaient protégés par des espèces de sandales de peau. Notre conversation dura un quart d'heure. Linda faisant de son mieux l'interprète, mais je dois avouer que parfois nous étions tous trois fort déroutés. Heureusement, vive et intelligente, comme elle l'était. Linda parvenait toujours, en s'aidant de gestes, à nous faire comprendre ses propos. Le charme et la grâce de ses manières, la bonté et la tendresse presque spirituelle qui la caractérisaient, lui, conféraient toutes ces qualités dont nous aimons, apparaît ici sur terre la femme idéale. J'étais de plus en plus envoûté par sa beauté au point que, ma foi, messieurs, c'est sans doute puéril de ma part de m'étendre ainsi sur cet aspect de mon aventure. Mais Linda est tout pour moi, à présent, et dès que je le pourrai, je retournerai la chercher. Bravo, criait le très jeune homme. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené cette fois? Laissez-le donc parler, protesta le médecin, et le très jeune homme poussa un long soupir. Au cours de notre conversation, reprit le chimiste, je compris que Nilda avait promis au roi que je l'aiderais à vaincre les ennemis qui menaçaient son pays. Il me dit en souriant que notre charmante petite interprète lui avait affirmé que j'en étais capable. Le visage rougissant de Linda, lorsqu'elle me traduisit cela, me paraît si parfaitement enchanteur que sans le vouloir, je l'attirai vers moi et l'embrassai. Cet extraordinaire comportement surprit le roi, plus encore que Linda. Il est évident que ni l'un ni l'autre ne savait ce que signifiait un baiser. Mais, à sa réaction, je constatai que Linda l'avait vite compris. Je leur dis alors, aussi simplement que possible, afin que Linda puisse traduire, que j'étais capable de les aider et le ferais volontiers. Je leur expliquai de mon mieux que j'avais le pouvoir de changer de taille et de me rendre très grand ou très petit en quelques instants. Cela parut dépasser l'entendement du roi. Il finit par comprendre, ou tout au moins par me croire. Cela nous amena à considérer le côté pratique de la question. Je n'avais pas encore songé aux détails, mais ils m'apparurent soudain d'une simplicité absolue. Il me suffisait de grandir de 30 mètres ou plus encore, d'aller vers l'armée ennemie et de disperser ses soldats comme autant de jouets d'enfants. Le roi me demanda comment je comptais accomplir ce prodige, et je lui parlai brièvement de notre monde plus grand, en lui racontant comment j'avais pénétré dans le sien. Puis je lui montrai mes fioles, cela parut le convaincre de ma sincérité. Il se leva brusquement et passa sur un petit balcon dominant la grande cour. Dès qu'il apparut aux yeux de la multitude, une grande clameur s'éleva. Il attendit patiemment la fin de cette ovation, puis il leva la main et se mit à parler.
Linda et moi nous tenions par la main, hors de vue de la foule. Le roi parla pendant une dizaine de minutes, interrompu par des applaudissements, puis il se retourna et nous fit venir auprès de lui. À notre vue, l'assistance ne se tint plus de joie. Je fus poussé vers la balustrade et dû m'incliner devant le peuple en délire. Après avoir quitté le balcon du roi, je fis la connaissance du père de Lilda. C'était un vieux monsieur d'expression bienveillante qui s'intéressa beaucoup à moi et à mon histoire. Ce fut lui qui me parla de la conformation physique de son monde. Il me parut comprendre tout ce que je lui disais du mien. Cette nuit-là, il plut abondamment. C'était une averse diluvienne, comme nous en avons sous notre pic. Lilda et moi nous entretenions depuis un moment, et je dois vous l'avouer, je lui faisais une cour pressante. J'abordais la cause primordiale de mon intrusion dans son univers, et avec une éloquence dont je ne me serais pas cru capable, je lui dépeignis les beautés de notre monde en la suppliant de m'y accompagner à mon retour pour partager ma vie. Elle m'écouta en silence. Lorsque je me tus, elle me tendit gauchement les bras, comme pour m'embrasser. Aussitôt je la serrai contre mon cœur en poussant un cri de joie. Le crépitement de la pluie nous ramena à la raison. Linda se dégagea et m'attira vers la fenêtre pour contempler la nuit. Le spectacle qui s'offrit à mes yeux était d'une beauté et d'une étrangeté que je ne puis décrire. Le lac s'étendait à nos pieds, sa surface ondulait sous une brume d'argent. Des cieux tombaient d'innombrables traits d'argent, un immense rideau iridescent dont les plis se changeaient en myriades de perles brillantes quand on les suivait des yeux. En me tournant vers Lilda, je fus frappé une fois de plus par sa singulière beauté. Le reflet lumineux de la pluie évoquait notre clair de lune, brillant sur le visage de Lilda. Il semblait rehausser la texture diaphane de sa peau, et elle avait une expression si radieuse que j'en fus ému jusqu'au tréfonds de mon âme. Le chimiste s'interrompit et parut se perdre dans ses pensées, puis il se ressaisit avec un léger sursaut et reprit son récit. C'était un spectacle, messieurs, dont je chérirai le souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Le lendemain, je devais partir pour la guerre. Linda et moi avions causé presque toute la nuit. Nous avions décidé qu'elle reviendrait avec moi, dans notre monde. Au matin, la pluie avait cessé. Le paysage que nous contemplions de la fenêtre s'étendait. Sous un ciel étoilé, sans nuages, qui se perdait dans la frémissante obscurité des lointains. Au-delà des prés et des champs serpentait la route menant au front, et nous pûmes y voir une file incessante de véhicules qui en revenaient. Quand ils passèrent sous notre fenêtre, je m'aperçus qu'ils étaient chargés de soldats, blessés ou morts. Cette vue me fit frémir, et Lilda se pressa contre moi, ses yeux me suppliant d'aider son peuple affligé. Toute une cérémonie présida à ma sortie du château. Une fanfare et une garde de plusieurs centaines de soldats m'escortèrent, tandis que je marchais à côté du roi. Lilda derrière nous, dans les rues, la foule nous acclama, il y avait même des gens sur les toits pour nous regarder passer. Je fus accompagné hors d'Arit pendant un peu plus de 2 kilomètres, jusqu'à ce que la campagne soit assez dégagée pour que je puisse avoir la place de grandir. Nous nous arrêtâmes au sommet d'une petite colline au pied de laquelle, rangée en demi-cercle, près de 100 000 personnes attendaient. Alors, soudain, la peur me prit. Je compris ma situation. Je me vis avec une sorte de détachement, un étranger dans ce monde extraordinaire. Et je n'avais que ma drogue pour m'y élever. Une drogue, vous ne devez pas l'oublier, que je n'avais pas encore prise. Je regardais autour de moi. Le roi attendait paisiblement mon bon plaisir. Je me tournai alors vers Lilda. Son petit visage heureux dissipa ma peur. Aussi vite qu'elle m'était venue, je la pris dans mes bras et l'embrassai devant toute cette multitude, puis je fis signe au roi que j'étais prêt. J'ai pris une très petite quantité de drogue, et comme je l'avais fait ici, je m'assis la tête dans les mains. Mes sensations furent assez semblables à celles que je vous ai déjà décrites. Quand je levai les yeux, au bout d'un moment, je m'aperçus que le paysage répétissait d'une façon aussi ahurissante qu'il m'avait paru grandir la première fois. Le roi et Lilda m'arrivaient à peine en cheville. Un grand cri monta de la foule, un cri où se mêlaient l'horreur, la crainte et la joie. Baissant les yeux, je vis des milliers de personnes qui s'enfuyaient, prises de panique. Tout continua de rapetisser, jusqu'à ce que, enfin, le paysage parut se stabiliser. Je m'agenouillai sur le sol avec prudence, en prenant
soin de n'écraser personne, je retrouvai Lilda et le roi au bout de quelques secondes, de minuscules créatures hautes de 2 centimètres à peine. Je devais avoir à leurs yeux près de 150 mètres. Je posai ma main ouverte sur le sol, la paume en l'air, près de Lilda, et après une brève hésitation, elle y grimpa. Aidée par 2 soldats qui la hissèrent sur mon pouce, elle s'allongea au creux de ma paume. Avec précaution, je la soulevai vers ma figure. Puis, voyant qu'elle avait peur, je la reposai sur le sol. À mes pieds, à quelques pas à peine, s'étendaient le lac et la ville d'Arit. Je voyais maintenant notre rive et les montagnes. Sur la gauche, la route disparaissait dans le lointain. Couverte de soldats et de véhicules, pourrais-je vous décrire mes sensations, messieurs? J'avais l'impression d'être très haut dans les airs, de contempler du haut d'un ballon le territoire familier. Ce sentiment me passa et je découvris que mon point de vue changeait. J'éprouvais les mêmes sensations qu'une personne normale dominant un petit monde de jouets délicats. Tout est question de point de vue, naturellement, et jamais durant tous mes changements je ne pus m'imaginer différent de ce que je suis actuellement. C'était le monde qui se transformait autour de moi. Je me mis en marche le long de la route, difficilement, car la campagne était parsemée de maisons et d'arbres, de villages et de champs cultivés, et chaque pas présentait un problème. Je progressais ainsi pendant 3 kilomètres environ, couvrant une distance qui la veille encore m'aurait paru longue de 50 ou 60 kilomètres. À mesure que j'avançais, le paysage devenait plus aride, plus sauvage, et je me trouvais bientôt parmi d'innombrables régiments dispersés. Je parcourus encore 1 ou 2 kilomètres et j'aperçus devant moi, à une centaine de mètres environ, un spectacle remarquable, que sur le moment je compris mal. À cet endroit, la plaine était traversée par une rivière sinueuse, perpendiculaire au chemin que je suivais. Sur la droite, au bord de l'eau, se trouvait une petite ville adossée à une colline. Mon attention avait été attirée par une tache sombre. Sur l'autre berge, qui devait être une forêt et d'où jaillissaient de petits cailloux qui allaient s'abattre sur la ville, j'observai un moment et finis par comprendre. La ville était assiégée, et les catapultes des Malites la bombardaient de rochers. Je fis quelques pas dans cette direction, et les cailloux cessèrent de pleuvoir. En me penchant sur la ville, je vis les ruines causées par cette grêle de pierre. De minuscules formes inertes jonchaient les rues. Je glissai le pouce et l'index entre les maisons pour en ramasser une. C'était le cadavre d'une femme, terriblement mutilée. Je le reposai vivement. Alors que je me redressais, je sentis un petit choc contre ma jambe. Un caillou m'avait frappé au tibia. Je le ramassai. Il était gros comme une noisette, mais aux yeux de Linda, il aurait paru avoir près de 2 mètres de diamètre. En pensant à elle, je fus pris d'une rage soudaine. Je lançai violemment le caillou sur l'autre berge et sautant la rivière d'un bond, j'atterris à pieds joints sur la forêt, comme sur une touffe de fougères. Je la piétinai un moment, puis je m'accroupis et remuai du bout du doigt les arbres abattus. Sous les troncs gisaient d'innombrables Malites, au moins 1 millier, écrasés comme des insectes. Ce spectacle m'écœura tout d'abord, car après tout c'étaient des hommes, même s'ils n'étaient pas plus gros que l'ongle de mon petit doigt. Je fis encore quelques pas. Partout je vis s'enfuir dans toutes les directions des essaïms de minuscules créatures. En me rappelant mon prochain départ de ce monde avec Lilda et ma promesse au roi de le débarrasser de ses envahisseurs, tous mes scrupules s'apaisèrent, et j'estimai de nouveau qu'il devait être exterminé comme de la vermine. Sans trop regarder de près, je passai les 2 heures suivantes à piétiner tout ce secteur. Puis je courus vers les terres des Malites, et poursuivis mon œuvre. Je revins enfin vers Arit, en posant de nouveau mes pieds, avec prudence, parmi la foule des Oroïdes, qui maintenant me craignaient si peu que j'avais bien du mal à ne pas les écraser. Lorsque j'eus repris ma taille précédente, ce qui nécessita 2 doses successives de drogue, je me trouvai entouré par une multitude en délire qui se pressait et se bousculait pour m'approcher de plus près. La nouvelle de ma victoire sur leurs ennemis était déjà arrivée. Mais sûrement, en me voyant partir au de près de 150 mètres, ils avaient bien dû deviner ce que j'allais faire. À cet enthousiasme et à ces remerciements se mêlait maintenant une solennelle adoration, comme si j'étais une créature divine, et quand je me dirigeais vers Arit, elle s'écarta immédiatement.
Le roi avec Linda m'accueillit aux portes de la ville. Elle se jeta dans mes bras en pleurant de joie, tant elle était heureuse de me voir redevenu de la même taille qu'elle. Inutile d'entrer dans les détails de la cérémonie et des réjouissances qui suivirent. Ce peuple semble peu porté à la pompe et à la manifestation publique. Le roi fit un discours du haut de son balcon, puis la population s'apprêta à festoyer et à accueillir le retour de ses soldats. Le chimiste repoussa sa chaise de la table et prit une gorgée d'eau avant de poursuivre. Je puis vous assurer, messieurs, que ce jour-là, je me suis senti profondément heureux. C'est merveilleux d'être le sauveur d'une nation. À cela, le médecin se dressa d'un bond. Renversant son fauteuil, il abattit ses 2 poings sur la table avec une violence qui fit tressauter les verres. Vous savez que c'est exactement ce que vous pouvez être pour nous, cria-t-il. Le banquier parut surpris, et le très jeune homme tira le chimiste par la manche pour se faire entendre. Quelques-unes de ces pilules, dit-il d'une voix frémissante, et vous pourriez passer dans un pays ennemi et renverser toutes les maisons d'un coup de pied. Un silence tomba sur le groupe. Les hommes se regardèrent entre eux, éblouis par les possibilités qu'ils entrevoyaient. Le plan fantastique pour le salut de leur propre monde affligé, grâce à la découverte du chimiste, occupa les 5 amis pendant un moment. Puis, écartant ce sujet qui était maintenant devenu pour eux d'une importance vitale, ils prièrent le chimiste de reprendre son récit. Je passai ma dernière soirée dans le monde de l'anneau en compagnie de Linda, à faire des projets d'avenir et à parler de notre voyage. Je dois vous avouer, monsieur, que jamais un instant, pendant mon séjour à Harit, la crainte de ce retour ne me quitta. J'essayais d'imaginer ce que serait, et plus j'y songeais, plus il me paraissait hasardeux. Vous devez bien comprendre que lorsque je répétissais, en arrivant, je pouvais descendre, rouler ou glisser, mais au retour, il me faudrait monter, et j'imaginais déjà un monde se refermant sur moi, pour m'écraser tandis que je grandirais. Et en parlant de cela avec Linda, tandis que j'essayais de lui faire comprendre ce que je comprenais à peine moi-même, je m'aperçus de la gravité du danger que nous affronterions, si j'avais déjà réussi à revenir, ne fût-ce qu'une fois. Sans doute me serais-je aventuré avec elle, mais en contemplant son petit corps menu, l'idée de l'exposer à tant de périls me fut intolérable. Une autre question m'inquiétait aussi. Il y avait près d'une semaine que je vous avais quitté et vous ne deviez attendre que 2 jours. J'étais persuadé que je vivais à une allure plus rapide, et que mon temps n'était probablement pas écoulé, mais je ne pouvais en être sûr. Alors si lorsque je reviendrai à la surface de l'anneau, l'un de vous le portait au doigt et se promenait dans la rue, non, je ne voulais pas avoir Linda avec moi dans un cas pareil. Je lui dis donc, je lui fis comprendre qu'il vaudrait mieux qu'elle ne m'attendît, et que je reviendrais la chercher. Elle ne dit rien, elle me regarda simplement de ses grands yeux limpides, puis elle se jeta dans mes bras en étouffant un sanglot. Je la serrai contre moi, si frêle, si délicate, si humaine dans son chagrin, et pourtant presque surhumaine par sa beauté radieuse. Bientôt elle cessa de pleurer et me considéra en souriant courageusement. Je partis le lendemain matin. Linda m'accompagna par les tunnels jusque dans la forêt près de la rivière où je l'avais rencontrée. Là, nous nous séparâmes. Je vois encore sa petite silhouette voûtée, pathétique, tandis qu'elle retournait vers le souterrain. Quand elle eut disparu, je m'assis pour préparer mon voyage. Je résolus de revenir autant que possible par le même chemin, et me relever pour prendre la direction de la forêt dévastée. Je la trouvai sans difficulté, en ne m'arrêtant qu'une fois pour manger quelques baies et un peu de provisions que j'avais emportées, puis j'ai pris une petite quantité d'une des drogues. Quelques instants plus tard, les troncs immenses ne furent plus que de petites brindilles autour de mes pieds. Il me fallait maintenant retrouver la pente abrupte que j'avais dévalée, et quand je l'atteignis, après quelques heures de détour, je longeai sa base jusqu'à l'endroit où un éboulis de rochers et de terre marquait ma précédente chute. Les rochers étaient bien plus grands que dans mon souvenir, et je compris que j'étais moi-même moins grand qu'alors. Me rappelant la quantité de drogue que j'avais prise en descendant, j'avalai 12 pilules d'un coup, et puis saisi de panique, je me hâtai de prendre 2 des autres. Il en résulta un vertige abominable. Je m'assis ou m'allongeai. Je ne me souviens plus
Quand je relevai les yeux, je vis les montagnes, au-delà de la rivière, s'approcher de moi rapidement. Mais en répétissant, la pente semblait se replier sur elle-même comme un télescope. Son sommet apparut à mes yeux, une ligne lumineuse incurvée tranchant sur l'obscurité au-dessus. Sous mes pieds, la terre semblait bouger, ramper vers moi, se replier sous l'endroit où je me tenais. Je dus fréquemment me déplacer pour éviter le rocher qui accourait vers moi et disparaissait sous mes pieds. Puis tout à coup, je m'aperçus que j'avais reculé constamment pour éviter la pente qui se poussait vers moi. Je me retournai et je fus horrifié. Un mur noir redoutable m'encerclait. Il était à moins d'1 kilomètre, se dressait à 1000 ou 1500 mètres et se refermait sur moi. Je voyais son sommet se rapprocher et s'abaisser. Affolé, terrifié, je regardais de tous côtés, pris de l'irrésistible envie de fuir. Mais partout je voyais ce mur rocheux, inexorable, qui avançait pour m'écraser. Je dus m'évanouir. Quand je revins à moi, le paysage n'avait guère changé. J'étais couché au fond d'une crevasse circulaire, d'environ 300 mètres de diamètre, à présent profonde du double. Le mur était presque perpendiculaire, et il me semblait impossible d'escalader ces parois lisses et brillantes. L'effet de la drogue avait dû s'atténuer, car maintenant tout me semblait immobile. Ma peur m'abandonna, car je me rappelais fort bien cette fosse. À présent, j'allais en son centre, et examinant attentivement les sommets, j'estimai avec soin les distances. Puis je pris 2 autres pilules. Aussitôt, j'éprouvai la sensation de nausée et de vertige, tandis que le mur se refermait sur moi. J'attendis au centre de la fosse. Maintenant les parois n'étaient plus qu'à quelques dizaines de mètres. Quelques pas, et enfin je pus écarter les bras et les toucher. Je vous assure, messieurs, c'était une sensation terrifiante que d'être là au fond de ce puits, car c'était à cela que ressemblait la fosse, et de sentir ces murs se fermer avec une force irrésistible. Mais à présent, le bord supérieur était visible, à portée de mes mains. Je fis un bond et m'y accrochai. Puis, je me hissai à la force du poignet pour tomber à plat ventre sur le sol. Au-dessus, quand je fus remis, je me retournai pour regarder le trou d'où je m'étais évadé. Je n'aurais pas pu y enfoncer le poing. Je savais que j'étais maintenant au fond de les raflures, mais elles me paraissaient bien différentes. C'était à présent une longue gorge étroite, large de 20 mètres à peine. Devant les yeux, je vis le ciel bleu inondé de lumière, et je compris que c'était le plafond de cette pièce. Au-dessus de l'anneau, je pris encore une pilule et entamai mon escalade. Au bout d'une heure, mes sandales de peau étaient en lambeaux, et mon corps meurtri et blessé, comme lorsque vous m'avez vu à mon retour. Je sais maintenant comment j'aurais pu descendre et remonter plus facilement. Mais sur le moment, je faisais simplement de mon mieux. Je grimpais depuis plusieurs heures. La gorge n'avait plus que 3 à 4 mètres de large, mais je n'étais encore qu'à 6 ou 7 mètres du fond. Et il m'en restait autant à parcourir. Avec la taille que j'avais atteinte, cela m'aurait été facile si la paroi n'avait été bien trop lisse à présent pour me permettre d'y trouver des points d'appui. Les effets de la drogue s'étaient de nouveau atténués. Je m'assis pour en prendre une nouvelle dose, la plus petite portion de comprimé que je pus, et aussitôt je fus pris d'un vertige encore pire que le précédent. Je me cramponnai au rocher contre lequel j'étais assis, et j'eus l'impression qu'il fondait comme de la glace sous mes mains. Je me souvins alors que j'avais vu le sommet de la gorge au-dessus de ma tête. À ma portée, et avec mes dernières forces, je me hissai et retombai sur la surface de l'anneau. Vous savez le reste. J'ai pris une nouvelle dose de drogue. En quelques minutes, je me retrouvai parmi vous. Le chimiste se tut et regarda ses amis à tour de rôle. Eh bien, dit-il, vous savez tout. Qu'en pensez-vous? C'est terrible que vous n'ayez pas amené Linda avec vous, murmura dans un soupir le très jeune homme. Cela aurait été bien plus terrible si je l'avais emmenée. Mais je vais aller la chercher. Quand comptez-vous y retourner? Demanda le médecin. Dès que je pourrai, dans un jour ou deux. Avant que vous accomplissiez votre œuvre ici, s'exclama le grand homme d'affaires, notre nation peut avoir besoin de vous. Vous pouvez repartir. Linda aussi a besoin de moi, riposta le chimiste. J'ai des obligations envers elle. Vous savez, sans tenir compte de mes propres sentiments. Comprenez-moi, messieurs, je ne veux pas me soustraire, moi et les miens, au grand combat pour la démocratie et la justice qui peut être livré bientôt. Ce serait absurde, mais nous n'en sommes pas là. Je peux retourner chercher Linda et être de retour avant 8 jours. Le temps que vous mettrez, dit lentement le banquier, risque de coûter à ce monde des milliers de vies que vous pourriez sauver.
Y avez-vous pensé? Le chimiste rougit. Je reconnais la nécessité de sauver une nation ou une cause, rétorqua-t-il avec humeur. Mais si je dois choisir entre la vie de 1000 hommes qui ne dépendent pas de moi et celle de la femme qui justement en dépend, je choisirai la femme. Il a raison, vous savez, murmura le médecin. Et le très jeune homme approuva avec ferveur. 2 jours plus tard, le groupe se retrouva dans l'intimité du salon du club. Lorsqu'ils eurent fini de dîner, le chimiste déclara de sa voix posée. Cette fois, messieurs, je vais vous demander de m'accorder une semaine entière. Vous êtes 4, 6 heures de veille par jour pour chacun. Cela ne devrait pas être trop dur. Voyez-vous, je veux rester plus longtemps dans le monde de l'anneau. Cette fois, il se peut que je n'y retourne jamais. Et je veux apprendre dans l'intérêt de la science le plus que je pourrai. Mon premier séjour a été si bref, et tout y est si étrange et si remarquable. J'avoue que je n'ai pratiquement rien appris. Je vous ai raconté tout ce que je savais de son histoire. Mais de son art, de ses sciences, de ses questions sociologiques et économiques, je n'ai eu qu'un faible aperçu. C'est un monde beaucoup moins avancé que le nôtre, et cependant il possède une chose que nous n'avons pas, que nous n'avons peut-être jamais eue, le lait de la tendresse humaine universellement distribué. Oui, monsieur, c'est un monde qui mérite bien d'être étudié. Le banquier émergeait de ses réflexions. Et vos formules pour la composition de ces drogues, demanda-t-il, où sont-elles? Le chimiste se frappa le front, en souriant. Là, vous ne pensez pas que vous devriez nous les laisser? Les hasards de votre voyage, les dangers, on ne peut savoir. Comprenez-moi bien, messieurs, interrompit le chimiste. Je ne donnerais pas ces formules si ma vie ou même celle de Lilda en dépendait. Là encore, vous ne faites aucune différence entre l'individu et la race. Je vous connais fort bien tous les 4. Vous êtes mes amis, unis par tous les liens que tisse l'amitié. Je crois en votre intégrité. J'ai entière confiance en chacun de vous. Avec ces formules, vous pourriez écraser des nations. Vous pourriez régner sur le monde. Vous emparer de tous ces trésors, ces drogues, sont ce qu'il y a de plus puissant pour le bien du monde d'aujourd'hui. Mais elles sont également puissantes pour le mal. J'engagerai ma vie sur ce que vous en feriez, mais je ne veux pas engager la vie d'une nation. Je sais ce que je ferais si j'avais les formules, s'exclama le très jeune homme. Oui, mais moi je ne sais pas ce que vous feriez, riposta en riant le chimiste. Ne voyez-vous pas que j'ai raison? Les autres le reconnurent, mais pour le banquier ce fut à contre-cœur. Le temps de mon départ est proche. Avez-vous autre chose à dire, messieurs, avant que je vous quitte? Demanda le chimiste en commençant à se déshabiller. Je vous en prie, dites à Lilda que je tiens beaucoup à faire sa connaissance, répondit le très jeune homme, et tous les autres éclatèrent de rire. Lorsque les meubles furent écartés, le foulard et l'anneau mis en place, le chimiste se tourna de nouveau vers eux. Au revoir, mes amis, dit-il en leur tendant la main. À ce soir, en 8, au plus tard. Puis il prit les pilules. Aucun incident normal ne marqua son départ, juste avant qu'il disparaisse à leurs yeux. Il était calmement assis au bord de la raflure. Et puis ce furent les interminables journées d'attente, chacun prenant son tour pour veiller pendant 6 heures auprès de l'anneau. Dès la fin du 5e jour, ils commencèrent à espérer voir apparaître le chimiste. D'instant en instant, la journée se traîna, il ne vint pas. Le 6e jour se passa de la même façon, et puis ce fut le dernier, le jour promis de retour. Il ne revint pas davantage. Et dans la soirée, ils se réunirent tous les 4 pour observer, chacun répugnant à manquer la réapparition de l'aventurier et de sa femme d'un autre monde. Les minutes devinrent des heures, et minuit sonna la fin de l'espoir pour le petit groupe blême et inquiet, qui s'entêtait à espérer encore. Une seconde semaine s'écoula. Ils observaient toujours, s'expliquant avec un optimisme qu'aucun n'éprouvait le retard de leur ami. À la fin de la 2e semaine, ils se réunirent encore une fois pour discuter de la situation, en proie à présent à un sentiment de crainte et d'horreur. Le médecin fut le premier à exprimer ce que chacun était forcé de croire. Je suppose que nous perdrons notre temps. Il ne reviendra pas. Il resta assis un moment en silence, en considérant l'anneau. Mes amis, reprit-il, en fait cette chose est trop importante pour ne pas la traiter avec le soin le plus vigilant. Je ne puis imaginer ce qui se passe à l'intérieur de cet anneau, mais je sais ce qui se passe dans notre propre monde, et ce que le retour de notre ami signifie pour notre civilisation. Par conséquent, dans ces circonstances, je ne veux pas renoncer à le revoir. Je vais déposer cet anneau dans un musée et payer pour le faire observer indéfiniment. Voulez-vous vous associer avec moi? Demanda-t-il en se tournant vers le grand homme d'affaires. Nous serons 3, déclara le banquier. Ainsi aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez aller voir l'anneau. Il se trouve au Museum of the American Society for Biological Research.
Vous le découvrirez près du centre de la troisième salle, posé sur son foulard de soie noire et recouvert d'une cloche de verre. L'air est constamment renouvelé. Sous la cloche, et tout près sont assis deux gardiens armés, qui veillent nuit et jour, et en vous penchant sur cette alliance en pensant au monde merveilleux contenu dans ces atomes, vous frémirez peut-être à l'idée de votre insignifiante, infinie en tant qu'individu, tout en éclatant de fierté à la pensée de votre omnipotence divine en tant que fragment de la vie humaine.